matin, Patrick Cohen. Bon réveil, merci de nous suivre. Voici le journal de Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien. Bonjour Patrick, bonjour à tous. José Bové à la manœuvre dans le dossier Notre-Dame-des-Landes. Il pousse pour un scénario qui serait similaire à celui appliqué sur le plateau du Larzac. Europe 1 vous révèle ce matin le scénario privilégié d'une évacuation au cas par cas. On va voir ça dans un instant. Les autres titres, Sébastien. La tempête Éléonore au-dessus de la Corse et qui attise les flammes. Incendie toujours pas maîtrisé dans un village où une dizaine d'habitations ont déjà brûlé. Le combat des salariés de l'usine Tupperware a joué les tours. Condamnés à la fermeture, ils dénoncent des indemnités dérisoires malgré leur très longue ancienneté. Dans ce journal également, l'Iran, le régime est-il en train de reprendre la main? Les JO d'hiver qui pourraient aider au rapprochement entre les deux Corées. Et puis une horloge sans aiguille, mais plus précise que toutes les autres. Elle sera envoyée dans l'espace pour vérifier les théories d'Einstein. Notre invité à 8h15, le professeur et spécialiste du Moyen-Orient Jean-Pierre Philu, qui démontre dans son dernier livre comment les dictatures font le jeu des djihadistes. On parlera avec lui aussi bien sûr de la situation en Iran. Les consultations s'ouvrent demain à Matignon. Les élus locaux de la zone de Notre-Dame-des-Landes seront reçus par le Premier ministre. La décision doit être prise d'ici la fin du mois. Et Europe 1 vous révèle ce matin le scénario privilégié pour évacuer la ZAD sans pour autant aller à l'affrontement dans le cas où le projet d'aéroport serait abandonné. Bonjour Pierre-Baptiste Vanzini. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Vous êtes l'un de nos correspondants dans l'Ouest. Ce scénario, c'est celui qui avait permis de sortir de la crise sur le plateau du Larzac après la lutte des années 70. Eh oui, faire comme au Larzac après l'abandon du projet de camp militaire, ça veut dire trouver une forme juridique pour que les paysans et les autres puissent rester. Et d'ailleurs, José Bové, figure de cette lutte du Larzac, est à la manœuvre sur la ZAD, en contact avec les opposants depuis plusieurs mois, soutenu par Nicolas Hulot. Et au ministère de l'Intérieur, on me confirme qu'effectivement, c'est cette solution qui est aujourd'hui sur la table. Mais attention, seulement si l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ne se fait pas. Oui, on comprend que ça arrangerait les forces de l'ordre puisque ça écarte le scénario d'une évacuation par la force qui tournerait forcément à l'affrontement. Oui, parce que si le projet est abandonné, les paysans historiques, ceux qui ont toujours refusé de bouger, qui ont refusé de toucher l'argent, resteraient. Ils détiennent plusieurs centaines d'hectares. Ce ne sont pas les seuls. Les locataires historiques sont également fondés à rester, comme peut-être une partie des zadistes arrivés depuis 5 ou 6 ans et qui ont démarré une activité agricole déclarée à la Chambre d'agriculture. Finalement, ne resterait donc à évacuer que les zadistes qui veulent absolument rester hors cadre. Et c'est ça qui risque de poser problème parce que cette solution de type Larzac, les agriculteurs, les zadistes, les locataires, tous ceux qui sont sur les terrains de Notre-Dame-des-Landes sont pour. Ils veulent créer une entité pour gérer la ZAD, mais eux veulent conserver tout le monde à l'intérieur, y compris les zadistes qui refusent toujours un cadre légal. Et d'ailleurs, si on suit ce scénario, la première chose qu'ils vont demander au gouvernement, c'est du temps pour proposer une solution d'avenir pour le site. Enquête Europe 1 signée Pierre-Baptiste Vanzini depuis Nantes. Merci beaucoup. On en vient à la tempête Éléonore qui, après avoir balayé toute la France, continue d'attiser ce matin 2 incendies en Corse. Déjà 1800 hectares détruits et une dizaine d'habitations touchées. En Haute-Corse, les habitants du village de Chiatra se sont retrouvés cernés par les flammes, Pierre Herbulot. Oui, et ils ont même été obligés de se réfugier dans l'église du village pour se protéger. C'est là que les ont trouvés les pompiers avant de les évacuer. Direction la salle municipale d'un village voisin où ils ont fini la nuit en sécurité. Frédéric est l'un des rares habitants à être resté au village à Chiatra pour sauver ce qu'il pouvait des habitations. Ça a été dévasté toute la nuit. J'ai descendu les animaux, tracteurs, voitures, et puis après, on ne peut plus rien faire d'autre. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Il y avait un vent terrible, c'était apocalyptique, on ne pouvait rien faire. Les pompiers, eux, ont fait face aux flammes poussées par des rafales à 150 km/h. Ce qui a compliqué les choses, raconte Fabien Mortorana, secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse. La nuit a effectivement été difficile pour les forces qui sont intervenues. L'incendie est toujours en cours d'évolution, il n'est pas totalement maîtrisé. Alors à Chiatra, les dégâts matériels sont les plus importants, avec 10 maisons qui ont été touchées, dont 5 qui ont été totalement détruites. Fort heureusement, nous n'avons pas de blessés graves à déplorer. Il y a malgré tout 3 personnes qui ont nécessité une intervention des secours.
Avec le lever du jour, les pompiers vont pouvoir définitivement évaluer les dégâts. Hier, le survol de la zone était impossible, mais avec la crainte de voir un paysage complètement carbonisé, 1800 hectares à minima, 5 villages touchés. L'éclaircie ce matin, c'est que le vent faiblit, les manœuvres seront plus simples, d'autant que les renforts arrivent du continent, 230 sauveteurs et 3 Canadair. Pierre Herbulot, et à l'échelle du pays, 35 000 foyers ont dû encore se passer de courant cette nuit. 18 départements sont maintenus en vigilance, risque maximal notamment dans les Alpes, où en altitude, le vent a parfois atteint les 250 km/h. Cela donne des stations de ski coupées du monde, comme à Val Thorens en Savoie. Même la route est menacée par les avalanches. Rémi Pierre. C'est vers 16h hier que la route d'accès depuis l'Éménuire a été fermée. Du coup, une quinzaine de personnes venues imprudemment skier à la journée s'est donc retrouvée bloquée. Toutes ont passé la nuit dans la salle des fêtes, comme César et ses copains montés mardi soir. On s'est garé sur un parking aux alentours de la station. Et avec la journée qu'il y a eu, la voiture elle ne peut plus bouger. Donc du coup, on est là. Au menu, lit de camp, couverture de laine et buffet de fromage et de charcuterie pour Bruno, qui n'a pas vraiment pris la mesure de la tempête. On a regardé dans le téléphone et on a vu qu'il y avait cette tempête Eleanor, mais on ne pensait pas que c'était ici. Ça parlait des vagues, tout ça, quoi. Il n'y a pas de vagues ici. Et les 6 amis n'ont même pas eu le temps de skier hier. Ce sera d'ailleurs encore compliqué. Aujourd'hui, les tirs préventifs d'avalanche débutés cette nuit vont se multiplier, explique Frédéric Bonneville, le directeur des pistes. C'est du tir à distance pour protéger toutes nos pistes, nos ouvrages qui sont situés sur les parties hautes, mais également sur la route, pour éviter que les accumulations ne créent des événements de trop grosse importance où on pourrait avoir des dégâts matériels. On peut être amené à tirer toutes les 2 ou 3 heures sur les parties les plus sensibles. Et ce matin, le risque d'avalanche reste maximum 5 sur une échelle de 5. À Val Thorens, Rémi Pierre, Europe 1. Il est 8h06. Emmanuel Macron déjà contredit après l'annonce d'une loi destinée à combattre les fake news, ces fausses nouvelles diffusées par Internet et qui ont pullulé pendant les dernières campagnes électorales. Le président veut qu'un juge puisse se prononcer, voire fermer l'accès à un site. Certaines associations de défense des libertés, comme la Quadrature du Net, affirment déjà que c'est irréaliste et inapplicable. Ce n'est pas à la justice de définir ce qui est vrai ou non dans un article, disent-elles en substance. Aujourd'hui, c'est aux représentants des cultes qu'Emmanuel Macron présentera ses vœux. Ce sera sans Dalil Boubaker, le recteur de la mosquée de Paris, s'est plaint de ne pas avoir été invité pour la première fois depuis 25 ans. Vexé, il annonce son retrait du Conseil français du culte musulman. Le combat des salariés de l'usine Tupperware a joué les tours. 235 salariés bientôt sans emploi. L'usine va fermer. Ils ont en moyenne plus de 30 ans d'expérience et dénoncent des indemnités de licenciement absolument dérisoires. Ils sont en grève depuis 2 jours. Sur place, Pauline Jacot. Prénom, Jean-Marie, ancienneté 30 ans, viré en 30 minutes. Voilà l'un des messages que l'on peut lire sur les 235 t-shirts accrochés le long des grilles fermées de l'usine. Joseph est l'un des 235 salariés en grève. Comme tout le monde ici, il est dégoûté par les conditions de départ annoncées par la direction. Ça fera 37 ans que je travaille là. J'ai droit à 6 mois de salaire. C'est une boîte qui a de l'argent, qui a beaucoup d'argent et ils n'hésitent pas à nous virer avec un PSE qui est fait au ras des pâquerettes. À 57 ans, je me fais pas d'illusions. Dans la région, je vais me sentir seul. Pour tenir jusqu'à la retraite, il compte enchaîner les petits boulots. CDD, intérim, moyenne d'âge à l'usine, 51 ans. Marie est arrivée ici à 20 ans. Elle n'a jamais quitté son poste depuis. C'est bien joli de mettre tout le monde dehors, mais après, quand il va falloir aller chercher du boulot, ça va être compliqué. Mais en plus, quand vous dites que vous avez 54 ans, on laisse pas partir les gens comme ça. C'est pas possible. Pour toutes ces années qu'on a données, un petit peu de respect. Souvent, des habitants qui passent en voiture donnent des coups de klaxon devant les grilles en signe de solidarité. Tupperware, c'est une famille, disent tous ces salariés. On doit maintenant replonger dans un marché du travail qu'on ne connaît pas, souffle Sophie, 50 ans. On est tous arrivés jeunes dans l'entreprise, on n'a pas vraiment de diplôme en main. Il faut se remettre comme quelqu'un qui sort de l'école et qui va chercher du travail. Ça va être le plus dur. Plus de formation, plus d'indemnité. Le mot d'ordre des salariés, c'est de continuer à se battre et tenter de sauver tout ce qui peut être sauvé. Jouer les tours, Pauline Jacot, Europe 1. En Iran, le régime est-il en train de reprendre la main? Difficile ce matin de se faire une idée de l'ampleur réelle du mouvement de contestation. D'un côté, le chef des gardiens de la révolution, la police d'élite, proclame la fin de la sédition et affirme que le nombre de manifestants n'a jamais dépassé les 15 000. De l'autre, il déploie malgré tout ses troupes dans 3 provinces du pays, ce qui ferait craindre une répression féroce. Un mouvement qui reste encore difficile à saisir tant il est divers. Martin Fenot. Au départ, il y a l'allumette craquée par la frange la plus conservatrice du pouvoir iranien. Les premiers cortèges sont en effet apparus dans la ville de Mashhad. C'est le fief d'Ebrahim Raisi, candidat ultra-conservateur battu par le modéré Hassan Rouhani lors de la dernière présidentielle. Les médias affiliés à l'aile dure du régime ont soutenu ces manifestations. Puis très vite, d'autres mobilisations ont suivi, cette fois hors de tout contrôle un peu partout dans le pays. On ne sait plus qui est qui, confie une Iranienne qui était descendue dans la rue en 2009 lors du mouvement vert. Cette fois, ni elle ni ses amis
n'osent rejoindre ces nouveaux manifestants. Parfois des ouvriers, des minorités ethniques discriminées, des Iraniens fatigués par la corruption et la hausse des prix des produits de base, mais aussi des opposants plus jusqu'au boutiste. À l'image de cet homme proche des Moudjahidines du peuple, organisation basée en France et bête noire de Téhéran. Ces derniers temps, les prix sont vraiment montés. Le prix des œufs, par exemple. Mais tout ceci était un début, un prétexte. Les demandes des manifestants ne sont plus seulement économiques, elles sont devenues politiques. Maintenant, on veut la perte de ce régime. On veut se débarrasser de la République islamique. Si pour l'instant il n'y a pas de répression massive, cela pourrait changer rapidement. Le chef des gardiens de la Révolution, l'unité d'élite du régime, a annoncé, je cite, la fin de la sédition. Martin Fesneau pour Europe 1. Dans les coulisses de la Maison-Blanche, voici un livre qui fait l'effet d'une bombe aux États-Unis. Le récit de l'intérieur de la victoire de Donald Trump. Les premiers extraits dépeignent Trump dépeint par ses conseillers comme un homme en panique au soir de sa victoire. L'un de ses plus proches, Steve Bannon, y accuse même le fils Trump de trahison, confirmant ses liens avec des intermédiaires russes. Les États-Unis qui sont entrés en guerre commerciale avec la Chine. C'est l'actualité économique ce matin. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Sébastien. Directeur du journal Les Échos. Rien ne va plus entre les deux puissances. Oui, une étincelle vient de mettre le feu aux poudres. Les États-Unis ont mis leur veto au rachat d'une société financière américaine par Alibaba, l'Amazon chinois. Ce rachat était pourtant en négociation depuis 1 an. Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, avait été reçu par Trump. Il lui avait même promis 1 million d'emplois. Eh bien, ça n'a pas suffi. Trump a bloqué ce rachat chinois. Motif officiel, très rarement invoqué, la sécurité nationale. Et oui, la finance, l'accès aux données financières des citoyens américains, c'est beaucoup trop stratégique. L'Amérique de Trump protège ses intérêts et ça fait réfléchir même en Europe. Et notamment du côté de l'Elysée. Oui, car Emmanuel Macron se rend en Chine lundi et mardi. Or, en Europe, nous nous posons les mêmes questions que les États-Unis. Peut-on laisser les Chinois racheter des sociétés européennes si la réciprocité n'est pas respectée? Exemple, il y a quelques mois, une société chinoise a racheté une petite banque du Luxembourg qui va devenir son cheval de Troie en Europe. Or, il est impossible pour une banque européenne de faire la même chose en Chine. Il y a donc bien un déséquilibre. L'Europe a sans doute été trop naïve dans le passé. Lors de sa visite en Chine, Emmanuel Macron ne pourra éviter ce sujet qui fâche. L'éclairage de Nicolas Barré, le directeur du journal Les Échos. Merci. Le sport et ses vertus diplomatiques. Les prochains Jeux Olympiques d'hiver se retrouvent au cœur de la crise entre les deux Corées. Ils auront lieu en Corée du Sud et le dictateur nord-coréen Kim Jong-un veut y envoyer ses athlètes. Un élu local de la région organisatrice suggère même qu'un couple mixte représentant les deux ennemis soit candidate dans l'épreuve du patinage artistique. Le skieur français Martin Fourcade y est plutôt favorable de voir ces Nord-Coréens participer aux Jeux. Je pense qu'un apaisement dans des relations diplomatiques tendues, c'est toujours une bonne chose. Je lisais ce matin un article qui disait que c'était légitimer le régime de Corée du Nord. Je ne partage pas du tout cet avis. Pour moi, c'est faire un pas intelligent pour apaiser des tensions qui ont pu être extrêmes entre deux pays. Et donc moi, je vois ça d'un très bon œil. Martin Fourcade, joint par Cyril de la Morinerie. On termine avec une horloge. Celle-ci n'est pas là pour mesurer les temps des skieurs au JO, mais elle va être envoyée dans l'espace pour affiner l'étude du temps. C'est la plus précise au monde et elle sera envoyée en 2020 dans la Station spatiale internationale pour vérifier les théories d'Einstein, Laure d'Autriche. Sur cette horloge, il n'y a pas d'aiguille, pas de tic-tac, mais des atomes dans un cube de 100 kilos. L'objectif de cette horloge sera de vérifier avec une précision extrême la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, qui, il y a 100 ans déjà, disait que l'écoulement du temps dépendait de la gravité. Cette horloge est capable d'affiner la mesure du temps jusqu'à 16 chiffres après la virgule, explique Didier Massonnet, le chef de ce projet, Pharao, au Centre national d'études spatiales. C'est une horloge tellement excellente qu'en la mettant à l'heure au moment où les dinosaures ont disparu, il y a 65 millions d'années, eh bien, elle n'aurait une erreur que d'1 ou 2 dixièmes de seconde à l'heure actuelle. Alors on envoie cette horloge dans l'espace pour qu'elle puisse fonctionner dans un champ de gravité qui est plus faible que celui qu'on a au sol. Et l'objectif est de comparer l'écoulement du temps à l'altitude où vole la station spatiale avec l'écoulement du temps à la surface de la Terre. Un bijou technologique à 250 millions d'euros. Mais inutile de penser que
cette horloge nous servent pour l'instant dans notre quotidien. Elle est par exemple bien trop performante, disent les scientifiques, pour optimiser nos GPS actuels et même ceux de demain. L'or d'Autriche. Et puis ce choix très symbolique des organisateurs du Festival de Cannes, c'est l'actrice Cate Blanchett qui présidera le jury au mois de mai prochain, l'une des stars en pointe dans le combat contre le harcèlement. Merci, c'était Sébastien Krebs pour le journal Europe 1.